de la marche qui nous sépare de ces élections? Merci beaucoup. Déjà d'emblée, comme ça, a priori, oui, je suis d'accord, nous sommes d'accord, parce que l'alternance, c'est quelque chose qui est souhaité dans une démocratie. Mais jusque-là, nous n'avons pas les calendriers clairs de la manière dont les élections vont se dérouler. Mais en tout cas, dans le principe, nous sommes tout à fait d'accord. Bon, ma lecture de la situation générale depuis 2006, elle est mitigée, mais je sais, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas... la volonté est totalement absente du côté du pouvoir. Ça serait quand même, je pense, être très hémiplégique, je veux dire. Mais il y a un peu de volonté de la part du pouvoir, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux souffrances de notre peuple. Je pense que le pouvoir devrait faire plus, mais malheureusement, ils n'ont pas fait plus. C'est pour cela ma position, ou ma lecture, elle est orientée dans ce sens-là. C'est facile de critiquer quand on est dans l'opposition, mais l'opposition elle-même... elle ne présente aucune structuration de sa pensée. C'est facile d'écrire l'alternance, mais l'alternance c'est d'abord un projet de société, c'est d'abord un certain nombre de programmes cohérents, avec un leadership cohérent, mais l'opposition est totalement atomisée et vous ne faites pas l'exemple, vous ne donnez pas à la population l'assurance que vous êtes digne de remplacer, si possible, par les élections, ceux qui sont là. Très bien, mais vous devez savoir, Monsieur Kalingay, que nous sommes dans un pays où nous sommes totalement démunis. L'opposition, à part la volonté d'agir, c'est la seule chose qui nous reste. Mais l'opposition doit avoir les moyens d'exercer son opposition. Et quand vous allez dans les grands pays, heureusement que l'opposition a une dotation de la part de l'État, mais nous n'avons rien. Les opposants, ils sont obligés d'assumer leur propre vie quotidienne et la vie de la nation. Donc ce qui n'est pas facile, c'est trop demandé. Les peu d'efforts ou les peu de force qui restent à l'opposition est déployé pour défendre les causes nationales. Donc on ne peut pas dire que l'opposition est totalement atomisée. Dans tous les pays du monde, l'opposition n'a jamais été d'accord. Surtout, il y a des oppositions partout au monde. Vous trouvez la droite, l'extrême droite, et les centres, ainsi de suite. Donc l'opposition n'a jamais été totalement d'accord, surtout. Et c'est valable aussi pour le Congo, donc nous ne pouvons pas faire l'exception. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes là. Moi en particulier, je suis là. J'aime mon pays, j'aime le Congo. Et je pense que j'ai les moyens, les qualités mentales, morales, pour pouvoir aider les Congos à sortir de ces souffrances. Vous êtes seul, vous êtes donc pour la solution du Messie. Vous vous présentez donc comme un Messie qui a la solution pour le Congo. J'ai une mission, moi je pense que j'ai une mission, je ne suis pas un messie, mais je pense que j'ai une mission pour ce pays, parce que j'aurais dû depuis très longtemps abandonner mon combat ou entrer dans les schémas de tout le monde. Hein. Vous savez, c'est trop facile aujourd'hui de devenir ministre et puis d'aller à la mangeoire. Mais nous n'avons pas choisi la solution de la facilité. La solution que nous avons choisie, c'est la solution de la réflexion, de l'amour pour la patrie et du service pour la nation. Donc moi je me mets au service de la nation. Si les services pour la nation c'est être messie en étant au service de la nation, effectivement je suis messie. Mais en tout cas, moi mon choix et ma position, ma volonté, c'est d'être au service de la nation tout entière. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, j'essaie de servir mon peuple tant que je peux et je le ferai. Ce peuple-là aujourd'hui est dans une situation d'interrogation par rapport aux mutations constitutionnelles qui vont s'opérer. Quelle est votre position sur l'éventualité d'une révision constitutionnelle? Non, c'est compliqué. D'abord, bon, cette constitution, nous, c'est vrai, quand elle a été votée, entre guillemets, nous étions contre. Parce qu'il y a 222 ou 223 articles qui sont mal ficelés. On a vu que c'est une constitution qui a été faite à la va-vite. Et la preuve, c'est que entre 2006 et 2008, on va faire une révision constitutionnelle. C'est quand même embêtant. Donc, quels sont les articles qui vont être révisés et en faveur de qui? Donc ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous prenons la même constitution qui nous amène aux secondes élections, juste après les élections, dès qu'on aura une assemblée législative cohérente, qui correspond à la volonté populaire, on pourra amender la Constitution. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, nous sommes contre, mais totalement contre la révision de la Constitution. Mais l'opposition ne doit pas se contredire constamment. Vous avez, quand on a voté cette constitution, vous l'avez critiqué, la constitution de Liège, ce n'est pas une constitution nationaliste, elle ne correspond pas aux réalités. Maintenant que le pouvoir veut essayer de l'organiser pour qu'elle corresponde aux réalités du pays, vous dites non, ne touchez pas à ça. Qu'est-ce que vous voulez finalement, vous, les opposants? Non, mais attention, il ne faut pas dire ça parce que le pouvoir ne veut pas l'amender pour qu'elle corresponde aux réalités du pays. Non, et le pouvoir veut l'amender, excusez-moi,
pour que disons qu'il aille dans l'essence d'un homme. C'est pour aménager un individu. C'est un procès d'intention, ça. Non, c'est pas un procès d'intention parce que les articles qui vont être révisés, c'est justement les articles pour prolonger les mandats du chef de l'État. Pas que ça, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas arriver au découpage dans 26 provinces. Il y a énormément de choses qu'il faut adapter, qui ne sont pas faites. Mais ça, c'est justement pour maquiller le but principal de la révision constitutionnelle. Mais est-ce que ça peut pas attendre? Parce qu'on n'était pas d'accord dès le départ de cette constitution. Ça a attendu 2 ans ou 3 ans. Bon, bientôt il y aura les élections l'année prochaine, ça peut attendre. Voilà, donc on attend l'année prochaine et puis on fait la révision. Voilà. Alors, vous êtes entre Kinshasa et l'Europe, et donc un pied dans la diaspora, un pied au pays. Et quelle est la position finalement de la communauté congolaise à l'extérieur par rapport aux élections? Est-ce que vous avez une revendication particulière? Nous avons beaucoup de revendications, pas une revendication particulière. Je vais dire aux Congolais, à mes compatriotes, il ne faut pas négliger la nouvelle donne. La diaspora, elle constitue presque 8 millions de Congolais en dehors de notre pays. C'est un État en dehors du Congo. C'est les enfants du Congo, je ne compte pas les femmes et enfants. Donc toutes ces personnes, nous ne pouvons pas les bannir comme ça du revers de la main parce qu'ils sont en dehors du Congo. Donc il faut en tenir compte, c'est une donne très importante dans les changements futurs qui vont arriver. Et ces changements sera conditionné effectivement par la prise en compte de cette diaspora. Cette diaspora, elle doit voter nos ambassades. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, nos ambassades ne font rien pour enregistrer les Congolais et leur donner la possibilité de voter, de choisir des dirigeants qui, eux, ils aiment. Et il y a des compétences dehors. Ces Congolais qui sont les 8 millions nourrissent pratiquement le Congo. Le Congo vit avec l'informel. Le Congo ne vit pas avec un programme constitué par l'État. L'État ne fait rien. L'État ne paye pas les enseignants. Les enseignants sont payés par les parents. Donc ces parents, ils reçoivent de l'argent de l'extérieur. C'est les Congolais qui sont en dehors du Congo, qui travaillent jour et nuit pour aider leur famille. Donc, et ces Congolais, pour aller voter, choisir des dirigeants, ils sont bannis. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour cela que je dis, il faut en tenir compte. Notre pays sera grand et fier lorsqu'il sera capable d'intégrer tous ses enfants. Nous sommes comme une famille où un père a 10, 15, 20, 30 enfants et il y a 2, 3 enfants qui sont en dehors de son foyer, mais ça reste quand même ses enfants. C'est pas parce qu'ils sont en dehors de son foyer qu'ils c'est plus ses enfants. C'est aberrant et je ne comprends pas qui a la peur bleue d'intégrer les Congolais qui sont en diaspora. Les compétences, les grandes compétences du Congo sont dehors, ne sont pas au Congo. Donc il faut aguicher ces gens, il faut les appâter pour qu'ils viennent au Congo travailler et apporter de la valeur ajoutée. Voilà, donc c'est très important la donne de la diaspora. Et j'insiste là-dessus. Moi je suis en diaspora, j'ai fait des voyages, je rencontre les compatriotes, je sais ce que ça vaut. Donc il faudrait que les dirigeants qui comprennent de toutes les façons, avec ou sans leur volonté, les choses doivent avancer. Monsieur Lunga, merci de nous avoir donné cette interview ici à Paris. Je vous remercie. Merci.